RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons ce soir Sarah El Haïry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce matin, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé que la France allait réduire drastiquement le nombre de visas accordés à la Tunisie, à l'Algérie et au Maroc. Ce serait une mesure de rétorsion contre ces trois pays qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière. Cette décision est motivée par une surenchère du débat politique sur l'immigration qui prend de plus en plus d'espace. Alors, je mets un point d'interrogation. On a ce sentiment. Est-ce que c'est une surenchère? Parce que le timing, franchement, paraît quand même à point nommé. Absolument pas. Il se trouve que Gérald Darmanin a, depuis son entrée au ministère de l'Intérieur, à la suite de Christophe Castaner, entamé des discussions franchement, assez soutenues avec l'ensemble des pays qui ne récupéraient pas leurs ressortissants ou qui finalement utilisaient le délai entre le moment où nous demandons le droit, le fameux le document consulaire pour retourner, et l'effectivité des rétentions. L'Assemblée nationale a voté des lois permettant de rallonger la durée de rétention pour finalement contrecarrer cette manœuvre, qui n'est rien d'autre qu'une manœuvre. Et finalement, malgré ça, nous souhaitons que ce soit effectif, c'est normal. Une personne qui n'a pas vocation à être sur notre territoire a vocation à retourner dans son pays si la justice le décide et si évidemment elle n'a pas les éléments lui permettant de rester chez nous. Il se trouve qu'on est dans un dialogue assez ferme. On a posé des alertes. Aujourd'hui, on les met en œuvre. Oui, vous conviendrez tout de même, malgré vos explications, qu'à 6 mois d'élection présidentielle, alors en effet que le débat sur l'immigration et l'irruption de cette espèce de trublion de la politique qu'est aujourd'hui Éric Zemmour, fait qu'on pourrait légitimement tout de même s'interroger sur la question de savoir s'il n'y aurait pas un peu d'opportunisme dans cette décision. La question n'est pas déplacée. Non, la question n'est absolument pas déplacée, mais il se trouve qu'avant de rentrer au gouvernement, j'étais à l'Assemblée. Ouais. Et ces sujets-là ont commencé à être traités dès le début de la mandature. Maintenant, c'est la fin d'un processus. Il a fallu 4 ans et demi pour aboutir à cette décision. Des lois, d'abord des lois qui ont été votées. Je pense à la loi SILT en particulier, qui a été portée à l'époque par Gérard Collomb, qui permettait de garder effectivement des gens plus longtemps. Et finalement, cet échange. Et puis, ce sont nos partenaires, ce sont nos alliés historiques. Donc, les débats ont été soutenu, vif, parfois houleux, c'est vrai, mais surtout, le ministre de l'Intérieur est parti plusieurs fois pour avancer sur ce sujet. C'est un vrai frein aujourd'hui au retour, et ce n'est plus acceptable. Ceux qu'on veut expulser, ceux que la France voudrait expulser aujourd'hui, ont-ils des visas en bonne et due forme? Ceux que la France veut expulser aujourd'hui ne sont pas autorisés à être sur notre territoire. Oui, mais on peut imaginer qu'ils sont arrivés avec un visa, que le visa a expiré, qu'ils sont restés. Mais c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aujourd'hui autorisés à rester sur notre territoire. Mais finalement, donc, on va pénaliser des gens qui voudraient rentrer légalement en France à cause de ceux qui y sont illégalement. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans quelque chose d'un peu injuste pour ceux qui voudraient, par exemple, venir visiter leur famille ou... Vous savez, très sincèrement, aujourd'hui, c'est pas du tout, c'est pas le sujet qui pose le débat. C'est pas de pénaliser des étudiants, des chefs d'entreprise, des parents, pas du tout, c'est pas l'esprit. Aujourd'hui, c'est une mesure qui marque notre volonté de plus travailler avec ces pays-là. Évidemment, le sujet aujourd'hui, c'est qu'ils puissent récupérer les personnes qui ne sont pas autorisées à être chez nous, continuer à accueillir ceux qui sont de droit parce qu'ils viennent enrichir nos universités, parce qu'ils viennent travailler dans notre pays. Et ceux-là sont et seront et resteront les bienvenus dans notre pays. On a le droit de choisir qui a le droit d'être dans nos territoires. Est-ce que vous craignez que le débat déborde pendant les quelques mois de campagne qui arrivent sur le sujet permanent de l'immigration? Est-ce que c'est en train de prendre une place immense dans le débat politique? Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas envie d'avoir de tabou. Je pense qu'il faut parler des sujets qui sont ceux qui animent notre société. Évidemment, le droit d'asile, comment on le protège, comment on l'accompagne, l'immigration. Tous ces sujets ont vocation à être débattus. Par contre, ceux qui excitent le débat, ceux qui en font des totems ou finalement des obsessions,
eux, effectivement, mettent au cœur de notre actualité un jour une fracture, un jour une polémique, et je pense évidemment à Éric Zemmour. Oui, mais ça Entre autres. oblige la preuve que les uns et les autres se marquent à la culotte. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec Marine Le Pen, qui a présenté son projet de référendum sur les migrations. Elle était hier soir aux 20h, puis aujourd'hui, elle a présenté ce projet-là. On voit bien qu'elle se réveille face à la machine Zemmour qui est en train de démarrer. Et on pourrait dire exactement la même chose aussi du gouvernement et les annonces de Gabriel Attal. Alors, pour le matin. coup, nous, on ne peut pas nous reprocher ça, puisque ça va faire 4 ans maintenant que les travaux sont entamés, qu'on réforme, qu'on va plus loin sur les sujets, évidemment, de personnes qui sont en situation irrégulière chez Oui, mais nous. vous y mettez à 7 mois. Pas du tout, ça octobre, fait non 4 ans. Et je vous assure que je peux vous citer au moins 4 lois, et ça pourrait me prendre 4 heures, en rentrant dans le détail des mesures. Mais je pense qu'on va préserver vos auditeurs et vos téléspectateurs du sujet. Mais ce qui se joue aujourd'hui, c'est la bataille de l'attention. La bataille de l'attention, Éric Zemmour l'a gagnée. Je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Par la radicalité de ses propos, par la gravité de la fragmentation qu'il provoque. Peut-être Mais les aussi par la Français, au décision du quotidien- CSA, non? Non, pas par la Non. décision Vous du... ne croyez pas que ça l'a surmédiatisé, finalement, paradoxalement, d'avoir été interdit, enfin pas interdit, mais enfin que la chaîne ait été contrainte de ne plus le maintenir tous les soirs à l'antenne? Éric Zemmour, c'est un excellent polémiste. Oui, mais vous... Qui a pris les habits, excusez-moi de le dire comme ça, mais qui a pris les habits d'un responsable politique, d'un candidat. Il a une association de financement de campagne, il a du collage, il fait une tournée qui ressemble à des meetings, mais à côté de ça, il jure qu'il n'est pas encore candidat. Il s'amuse lui-même de ce flou. Pour lever la décision du CSA, il suffisait simplement qu'il clarifie lui-même sa position. Je crois que ça l'amuse. Encore une fois, je pense qu'il a gagné effectivement cette bataille, mais ce qui est certain, c'est que ça ne durera pas dans le temps, puisque les Français, je vous assure, leur quotidien, c'est certainement pas ces sujets-là. C'est leur pouvoir d'achat, c'est le gaz, c'est le coût c'est leur salaire, c'est les impôts, c'est la santé, c'est les déserts médicaux. C'est ça la réalité de tous les jours. Donc oui, pendant un certain temps, et c'est le cas aujourd'hui, Éric Zemmour pose ces thèmes, sauf que ces thèmes, aujourd'hui, pose et impose en tout cas. Alors, autre sujet important aussi et qui inquiète le gouvernement et qui vous inquiète aussi, puisque c'est vous qui êtes chargé de regarder le problème. Vous avez été chargé de réfléchir, c'est l'abstention, vous avez été chargé de réfléchir au sujet après les régionales. Alors, quels sont les résultats de vos réflexions aujourd'hui et concrètement ce que vous allez proposer? Très concrètement, on a besoin d'une sorte d'électrochoc démocratique. Aux dernières élections régionales, 9 jeunes sur 10 ne sont même pas déplacés. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas partis voter. Ça dit deux choses de notre société. Ça dit un désamour de nos institutions et de notre démocratie. Et ça dit aussi, et c'est un paradoxe, que notre jeunesse, elle n'est pas dépolitisée. Je la vois extrêmement engagée dans les assauts, pour le climat, contre les inégalités. Elle est vivante, elle est politique, elle est à l'image du peuple français. Par contre, elle considère que parfois le vote ne sert plus à rien. Et donc très concrètement... Ça comme une majorité de Français, on va dire. C'est pire encore parfois chez les jeunes, même si l'abstention effectivement touche très largement aujourd'hui notre pays, d'où cette question d'électrochoc. On a une modernisation qui est en cours des transitions, du numérique, de la manière de vivre. L'idée, c'est de répondre sur 2 points. La première, c'est comment on accompagne un chemin de citoyenneté, de civisme. On vote quand on se sent aussi appartenir à une nation, à une histoire, quand on se sent pleinement acteur et donc du coup responsable. Il ne faut pas oublier que le vote, c'est un droit et un devoir à la fois. Et donc là, avec Jean-Michel Blanquer, on travaille à l'éducation civique et morale, on réunit toute notre jeunesse avec le service national universel, on accompagne évidemment les classes défense. Ça, c'est pour nourrir un esprit de patriotisme, de citoyenneté et de civisme. De l'autre côté... Mais ça, c'est pas le blabla un peu politique Je vous assure que non. Quand vous avez un jeune qui rencontre un élu en face et qui vit la République, c'est-à-dire qu'il ne l'entend pas, on ne lui raconte pas, mais qu'il le vit, ça marche. De l'autre côté, il faut aussi des mesures de modernisation de notre vie démocratique. Là, c'est quelques exemples très concrets. La question du vote peut être électronique ou par correspondance. Les jeunes disent « Pourquoi j'ai pas le droit de voter dans la ville où j'étudie ?» alors que je suis encore attachée chez mes parents. La question de la carte électorale. Pourquoi je l'ai perdue, je ne sais plus comment faire, comment la dématérialiser peut-être pour cette génération-là, se pose aussi la question, d'une certaine manière, au-delà de l'inscription sur la liste électorale, de dire, écoutez, vous avez pleinement votre place, aujourd'hui la politique a la vocation aussi à se rajeunir, ce n'est pas un discours de jeunisme, mais un discours de responsabilité. Vous l'avez dit en passant, il y a un groupe de députés transpartisans, il y a des PS, des UDI, LR, LREM, qui effectivement proposent d'introduire le vote par correspondance en France. Alors d'abord, outre le fait que
pas forcément une solution pour les jeunes, parce que prendre une enveloppe, la cacheter, c'est pas très jeune. C'est d'une manière, ça permet d'anticiper. Oui, mais quel serait l'intérêt du vote par correspondance? On sait qu'il a existé en France, qu'il a été supprimé parce qu'on considérait qu'il donnait lieu à des fraudes. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, cette piste-là est à l'étude de manière très sérieuse? Est-ce que le gouvernement, le président de la République, y serait favorable pour la prochaine présidentielle? Très sincèrement, je ne m'engagerai pas sur le calendrier. Ouais. Par contre, oui, le vote par correspondance et le vote électronique sont des pistes qui sont aujourd'hui étudiées pour plusieurs raisons. Il suffit de regarder ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, la mobilisation, ils utilisent aujourd'hui le vote par correspondance et ça permet de mobiliser. Oui, mais le plus important, c'est de lutter contre cette abstention. Vous connaissez l'argument des détracteurs du vote par correspondance, c'est qu'il n'y a pas d'isoloir et qu'au moment de voter dans l'isoloir, vous êtes seul. On peut vous avoir contraint de quelque manière que ce soit auparavant, mais à l'instant de voter, vous mettez le bulletin que vous voulez. Quand vous le faites par correspondance de chez vous, on peut vous tordre le bras pour mettre le bulletin que celui qui est derrière vous a choisi. Ça, c'est quand même un problème, non? C'est un sujet, mais c'est un sujet à lever. C'est pour ça que la question du vote sur une machine, donc un vote électronique, un vote à distance ou un vote par correspondance se pose. Et dans l'idée de tordre le bras, il suffit, si vraiment la pression est telle, il suffit de voir aujourd'hui les questions des procurations. Si vraiment l'intention est forte, je suis désolée, si on ne veut pas vous laisser voter, c'est à la société déjà de le refuser, mais on peut également vous pousser à prendre une procuration si vous ne le souhaitez pas. Moi, mon enjeu, et c'est notre enjeu, comment on modernise nos institutions pour finalement recréer ce réveil, cette volonté, cette envie de participer. Et concrètement, pour 2022, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau pour essayer de faire voter les jeunes? De manière très concrète. Comment vous allez rendre attractif la présidentielle? De manière très concrète, il se trouve que Frédéric Dabi a sorti un livre récemment, La Fracture. Et il parle de magie de l'élection présidentielle. Parce qu'on voit que les jeunes se déplacent, par exemple, quand ça les intéresse beaucoup. Les européennes, c'est le bon exemple. Pour la présidentielle, et puis plus largement pour les législatives et les prochaines échéances, on parlait des sujets de jeunes, ceux qui veulent vraiment, les sujets qui les intéressent. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qui les intéresse? Alors, ce qui les intéresse, c'est leur capacité à se projeter dans la société. Ça veut dire quoi? Comment je vais me loger? Quelles sont les actions pour la planète? Quel va être mon métier? À quoi il va ressembler? Est-ce que je peux entreprendre? Et d'ailleurs, on est en train de lever un énorme mouvement pour avoir une génération d'entrepreneurs de leur vie. Et puis... Est-ce qu'il y a de la désespérance, il y a de l'angoisse, il y a de l'insécurité chez les jeunes aujourd'hui? Écoutez, ils sont bien plus optimistes que ce qu'on croit. Ils sont plus optimistes, même si on a vu qu'ils ont perdu des points de bonheur. Alors, il y a des études qui montrent qu'en 10 ans, ils ont perdu des points de bonheur. Mais ils sont moins... C'est assez paradoxal, ils sont moins défaitistes que ce qu'on imagine. Et d'ailleurs, quand vous les questionnez, ils refusent ces qualificatifs. Génération Covid, génération sacrifiée, ils les refusent, mais vraiment par eux-mêmes, en disant pas du tout. Moi, je n'accepte pas que quelqu'un me dise que ma vie est sacrifiée. Et en ça, c'est plutôt des militants. Ils ont un goût du militantisme, mais avec des réponses plus immédiates. Je vais être très concrète. Ils vous disent, moi, mon moyen d'action immédiat, c'est le boycott, c'est de signer une pétition. C'est parfois des formes plus radicales, de m'enchaîner. Et à l'inverse, aujourd'hui, on a tout un mouvement, et d'ailleurs, tout à l'heure, je rejoins Sciences Po pour débattre avec des jeunes qui disent « Non, il nous faut une prise de conscience de civisme et de citoyenneté plus forte, parce que cet engagement doit venir, le vote doit venir amplifier un engagement associatif, syndical ou sociétal. » Vous avez évoqué le Covid à l'instant, la génération Covid, qui est un terme qu'un certain nombre de jeunes réfutent. À ce propos, le pass sanitaire va devenir obligatoire pour les jeunes dès l'âge de 12 ans, après-demain. Vous n'avez pas l'impression que c'est quand même un sacré carcan qui va leur être imposé pour des gamins qui vivent déjà depuis 2 ans des restrictions, des restrictions de liberté, une vie totalement chamboulée finalement par cette crise, quoi. Très sincèrement, les jeunes ont payé franchement un tribut social. Mais assez important, parce que c'est eux... Il faut leur en rajouter, ça leur en rajoute, ça, non? Au contraire. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi ça les protège. Parce que le pass, on n'est pas des fétichistes du pass sanitaire. Hein. Le jour où on pourra l'enlever, on l'enlève. Soyons très, très clairs sur le sujet. Mais pourtant, le gouvernement se prépare à le prolonger alors que tout va bien pour l'instant, sur le front sanitaire. Pour le moment, aujourd'hui, la vaccination prend la bonne tendance. Le virus circule encore, il faut le rappeler. Par contre, pour ces fameux 12-17 ans, qu'est-ce qui serait le pire encore? C'est de fermer les assos. C'est de refermer les cinémas, c'est de ne pas leur permettre finalement d'avoir ces activités extrascolaires ou de plaisir ou ces soirées étudiantes. Imaginez la violence finalement on vous interdit à nouveau des rassemblements. Et donc, qu'est-ce qui a été décidé? C'est de permettre finalement de garantir notre vie sociale
à condition de garder cet outil pour le moment, et on l'enlève dès qu'on peut, dès que la situation sanitaire le permet. Avec toujours une tolérance, juste pour terminer, sur les 12 ans, sachant que le pass sanitaire, c'est évidemment l'enjeu, c'est la vaccination, et au-delà de ça, les tests permettent d'accéder au pass sanitaire, et les tests ne seront pas remboursés pour les jeunes. Ouais, mais je souhaitais le préciser parce que c'est un sujet qui est important. Ce sera un moyen éventuellement de contourner finalement le pass sanitaire. Pas du tout, ça permet de valider le pass sanitaire, ça évite, si on ne le souhaite pas, la vaccination. Mais ça permet d'accéder à la vie sociale. Je voulais revenir à la question que je vous posais il y a quelques instants, sur est-ce qu'il y aurait une jeunesse désenchantée. Quand vous regardez cette fameuse culture woke, cette cancel culture, qui d'ailleurs infiltre beaucoup les universités, alors déjà américaines, mais ça arrive en France. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que c'est une perte de repères, de culture, de vouloir en fait déboulonner sa propre culture? Moi cette culture woke, cette mouvance qui arrive des États-Unis, moi je la combats, mais je la combats même frontalement, pour plusieurs raisons. Parce qu'elle détruit l'énergie et l'avenir de toute une jeunesse, et celle presque qui en a le plus besoin. Parce qu'elle intègre dans leur esprit cette idée qu'ils sont victimes, mais victimes d'avance. Et ils adhèrent à des idées qui ne sont pas le fruit de notre histoire. Pour combattre ça, pour remettre comme idéal, parce que vraiment je le crois, notre projet universaliste, eh bien on crée des temps de rencontres et des temps de patriotisme assumé. Mais c'est quoi? C'est un manque de culture? C'est quoi en fait? C'est une perte de repères totale. C'est une perte de repères historiques, c'est une perte de repères de l'héritage porté par notre pays. C'est le fait d'imaginer que ce qu'ils ont vécu, ce que les États-Unis ont vécu comme histoire, s'applique à nous, alors que pas du tout. On ne peut pas tenir des propos comme nous avons un État raciste. C'est pas vrai, c'est faux. On a des discriminations dans notre pays, évidemment, et nous luttons contre ces discriminations avec des plateformes, avec Elisabeth Moreno. Mais au-delà de ça, nous n'avons pas de système qui le pose. Les États-Unis l'ont eu. Ils ont eu de la ségrégation. C'est pas notre cas. Et donc, le fait de reposer des repères historiques, d'abord, bien sûr, mais aussi accompagner, j'ai envie de dire presque réenchanter cet amour d'être français. De se rendre compte que oui, nous avons une chance d'être dans un des plus beaux pays par son histoire, par son modèle social. Et on le fait avec un projet qui a été porté par le président de la République pendant la campagne en 2017, qui s'appelle le Service national universel. Une génération. Cette année, 50 000 jeunes qui portent un uniforme, qui lèvent un drapeau, qui chantent une Marseillaise, qui font rencontrer des jeunes du 93 et des jeunes parisiens, des jeunes d'Aurillac et des jeunes nantais, qui ne se seraient jamais regardés, qui n'auraient jamais discuté ensemble. Et finalement, recréer ces rencontres, recréer aussi la prise de conscience de ce qui nous unit en le vivant, c'est finalement faire vivre la République et donc gagner ce combat. Merci Sarah Léry, on a terminé cette émission. Oui, et puis on se dit à mardi. Je parlais sur France 24, vous sur RFI, on vous retrouve le matin, Frédéric. Merci beaucoup à Charlotte Urien-Tomaka et à Camille Néran pour avoir préparé cette émission, et bien sûr à toute l'équipe technique. À très vite. RFI et France 24 présentent Mardi politique. Les épargnes des Allemands sont sûres. Le gouvernement allemand le garantit. Nous l'avons toujours dit. La Grèce ne touchera pas un centime, à moins que des efforts ne soient faits. Si l'Europe échoue sur la question migratoire, c'est le lien qui nous unit au droit civique universel qui se brisera. On y arrivera, comme auparavant. À situation exceptionnelle. Et la pandémie en est une. Des mesures exceptionnelles s'imposent. Angela Merkel, la championne des crises. C'est dans Reporter sur France 24.